Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier résumé du premier cours d'histoire euh, des relations internationales. Le cours, je vous le rappelle, qui a donc eu lieu en fonction de la semaine de rentrée, le jeudi donc 20 septembre 2018. Alors, ce premier cours a porté, je vous le rappelle, donc sur la guerre de 14-18, conséquences et bilan d'un nouveau monde. Alors, vous trouverez en début de cette présentation, au moment où je vous parle, et de façon récurrente en rappel, la carte illustrative du cours que nous avons vu ensemble le 20 septembre. Une carte donc qui vous présente l'Europe et le monde en 1914. Alors, en prélude, comme je le rappelais, ce qu'on observe, c'est une Europe qui est divisée en deux, c'est un monde, ce monde d'avant la Grande Guerre de 14-18. Je vous rappelle qu'il y a donc encore un siècle, en septembre 1918, eh bien, on se battait encore. Ce conflit se termine seulement en novembre. Des millions de morts, on en verra le bilan. Et ce monde, ces relations internationales telles qu'elles s'organisent au début de ce XXe siècle qui commence, gravitent principalement autour de l'Europe. Autour de l'Europe parce que, essentiellement, la France et la Grande-Bretagne possèdent les deux plus grands empires coloniaux du monde, ainsi qu'on le voit sur la carte. Alors, cette Europe elle-même est divisée en deux, avec des grands empires d'un côté, la Russie tsariste de Nicolas II, l'Autriche-Hongrie, dans son centre, au sud, l'Empire ottoman, et également un nouvel empire récemment constitué, puisque suite à la victoire de l'Allemagne face à la France en 1870-71, c'est le fameux empire allemand. Et puis de l'autre côté, on a les vieilles démocraties parlementaires, monarchies parlementaires ou républiques tout court, telles que la France, la Grande-Bretagne et quelques autres pays. Donc ça, c'est le premier ensemble, un ensemble qui domine encore le monde en 1914, très puissant, notamment à cause des empires coloniaux franco-britanniques. Et puis, de l'autre côté, nous avons d'autres ensembles, bien sûr. L'Amérique du Nord, qui est en plein essor, je vous le rappelle, un État relativement jeune, indépendant seulement depuis 1776 pour les États-Unis, 138 ans d'anniversaire d'indépendance en 1914, c'est un État encore jeune, les États-Unis. L'Amérique du Nord, constituée donc des États-Unis, du Canada, qui est en plein essor économique. Les États-Unis, par leur entrée dans la Première Guerre mondiale en 1917, ayant également réussi une percée à la fois militaire et diplomatique, puisque leur présence désormais sera acquise dans les règlements de la future Première Guerre mondiale. Troisième ensemble, une Amérique latine, qui est émergente, bien sûr, puisqu'elle est en pleine fin de processus de décolonisation tout au long du XIXe siècle, fin des empires, je vous le rappelle, portugais et espagnols. Et puis nous avons ce que j'appelle des Suds, quatrième ensemble, largement encore colonisés, tels que l'Afrique, on l'a vu tout à l'heure, les empires coloniaux, notamment franco-britanniques, mais aussi l'Inde, qui fait partie de l'empire britannique, et des Suds aussi dits émergents, tels que le Japon, en plein essor économique, en pleine révolution économique. Le Japon, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, va passer d'une société quasi médiévale à une société moderne de production. C'est important de le mentionner. Et la Chine, bien sûr, qui s'annonce évidemment comme une puissance émergente du 20e siècle naissant. Cinquième partie, c'est un ensemble de tout cela, c'est un Proche-Orient
par contre, quant à lui, au bord de l'éclatement, hein, constitué d'une péninsule arabique qui va être complètement redéfinie, hein, à la chute notamment de l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman lui-même qui, comme vous le savez, fera partie des empires qui vont disparaître, hein, à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et puis enfin, on pourrait ajouter des mondes périphériques, mais qui ont peu d'importance encore à ce moment-là, en sixième partie, que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande par exemple, qui font partie de l'Empire britannique à l'époque, qui ont donc un rôle plein et entier dans la Première Guerre mondiale, et également d'autres zones, nordiques notamment, mais qui n'ont pas ici un grand intérêt à être mentionnées dans ce petit prélude. Alors, dans les points à retenir, hein, on en a essentiellement 4, hein, que je vais développer ici dans ce mémo, hein, de ce premier cours d'histoire des relations internationales. Le premier, eh bien, tout d'abord, c'est pourquoi, hein, ce monde ancien, constitué d'empires coloniaux, constitué de vieilles structures, finalement, à partir de 1914, finit par éclater. Le deuxième point, c'est les aspects nouveaux de cette guerre de 14-18. Le troisième point, c'est évidemment quelques éléments sur le déroulement de cette guerre et son bilan. Et puis, évidemment, le quatrième point, c'est va concerner ce que seront les nouvelles relations internationales après cette guerre de 14-18. Alors, le premier point, donc, pourquoi une guerre, pourquoi est-ce que tout explose à l'été 1914? Eh bien, c'est la conjonction, comme souvent, de plusieurs facteurs. Ces facteurs étant l'exaspération des sentiments nationalistes, la concurrence économique toujours plus vive entre les empires, une course aux armements, la formation de deux systèmes d'alliances, principalement les empires dans la triple alliance, alliance militaire bien sûr, et la triple entente avec les puissances occidentales et alliées. Et puis une étincelle, effectivement, qui va tout déclencher, qui est qu'il y a un empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire d'Autriche-Hongrie, double monarchie existant seulement depuis 1867, mais qui, comme vous le savez, on l'a rappelé dans le cours, est un très vieil empire, empire d'Autriche, et encore avant, Saint-Empire romain germanique, hein. On est là dans un des plus vieux empires européens, comment dire, de notre temps, hein. Eh bien, cherche à s'étendre vers le sud. Il va même en 1908 annexer un petit État balkanique qu'on appelle la Bosnie-Herzégovine. Et puis, voilà que, alors que, à l'été 1914, l'héritier de l'Empire, le neveu de l'empereur François-Joseph, François Ferdinand, visitant la capitale de cette Bosnie récemment annexée en 1908, Sarajevo, est assassiné. C'est un prétexte immédiatement saisi par François-Joseph, l'empereur d'Autriche-Hongrie, pour déclencher la guerre, une guerre qu'il pense simplement régionale, afin d'annexer le voisin de la Bosnie-Herzégovine, qui est le petit État des Serbes, hein, le petit royaume serbe. Mais ce royaume de Serbie est allié effectivement à une alliance militaire avec un très puissant empire qu'est l'Empire russe. Et je vous rappelais tout à l'heure le système des alliances, hein, la France et la Grande-Bretagne, afin de contrer toute menace militaire, hein, avaient conclu notamment une alliance de revers avec l'Empire russe. La Serbie étant attaquée appelle la Russie à l'aide. La Russie déclare alors la guerre, bien sûr, à l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'Empire d'Autriche-Hongrie, allié de l'Allemagne, évidemment, appelle l'Allemagne à son secours. L'Allemagne donc déclare la guerre à la Russie. Et enfin, dernière partie du processus, la France et la Grande-Bretagne, qui sont les alliés de la Russie, déclarent la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie pour la protéger.
Et voilà comment, en quelques jours à peine, une guerre mondiale totalement inédite éclate à l'été 1914. Deuxième point, cette guerre sera une guerre nouvelle, une guerre qui va très rapidement être une guerre de tranchées. Une guerre de tranchées, c'est-à-dire une guerre de position qui va quand même durer 4 ans, de 1914 à 1918. Hein. On verra les phases rapidement tout à l'heure. Mais c'est surtout une guerre moderne, c'est-à-dire avec l'utilisation de gaz de combat, avec une artillerie particulièrement meurtrière, avec aussi l'utilisation de nouveaux moyens militaires tels que l'aviation, le téléphone, le chemin de fer pour la mobilité des troupes, hein, des armes terribles, le lance-flammes, des armes novatrices telles que les sous-marins, hein, en tout cas ce qu'on appelle les submersibles à l'époque, hein, les chars de combat aussi. Tout cela va mener à un conflit absolument redoutable, hein, qui va durer donc 4 ans. Troisième partie, cette guerre donc comporte en gros, si vous voulez, 2 phases. Hein. La première, qui est donc une phase qui dure de 1914 à 1917, avec une guerre de position principalement sur un front de plus de 1000 km. Et une seconde phase avec une reprise de la guerre de mouvement à partir de 1918. À partir également de 1917, hein, dans ces 2 phases, eh bien, il y a un moment important qui est l'année 1917 avec 2 choses importantes. La première, c'est le retrait de la Russie du conflit à la faveur de la révolution bolchevique. Le 3 mars 1918, le gouvernement bolchevique communiste de Lénine se retire du conflit avec le traité de Brest-Litovsk, 3 mars 1918. Et puis, en avril 1918, un peu avant, 1917, pardon, un peu avant, 2 avril 1917, c'est l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit. Tout ça s'achève, toujours dans cette troisième partie sur le conflit et son bilan, par des armistices. Le premier est signé en septembre 1918. N'oublions pas que si le conflit se termine le 11 novembre 1918 avec l'armistice qui est bien connu, eh bien, c'est aussi parce que dans ce que l'on appelle le front d'Orient, c'est-à-dire le front des Balkans, hein, où une armée commandée par le général Franchet d'Espéré, hein, va réussir une percée, hein, dans le ventre mou, si on peut dire, du système des empires centraux, et permettre effectivement de déstabiliser tout le front donc oriental, hein, des empires. Et ça, cette percée sera décisive dans l'offensive définitive de l'automne 1918 menée par le maréchal Foch sur le front occidental cette fois-ci. 31 octobre, c'est l'armistice de Mudros avec la Turquie. Le 3 novembre, l'armistice de Village Justi avec l'Autriche-Hongrie. Décidément, il ne reste plus rien des empires centraux. Hein. Je vous rappelle que les empires centraux, c'était l'alliance de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire ottoman et de l'Empire allemand. Et le 11 novembre, comme vous le savez, c'est l'armistice avec l'Allemagne. Alors cette guerre est un bilan absolument terrifiant. 5 millions de morts en tout pour tout le conflit, 12 millions de blessés. Rien que la France, 1 300 000 morts à peu près. La Russie, 1 700 000. La Grande-Bretagne, presque 1 million de morts avec 908 000 morts. Bilan donc humain catastrophique aux conséquences qui seront dramatiques, on le verra. Bilan matériel également, puisque bien sûr toute une partie, l'équivalent de 13 départements français sont totalement détruits. Donc de grandes conséquences sur ce que seront les réparations humaines et matérielles de ce conflit, un élément qui va être déterminant, notamment dans ce que nous examinerons plus tard, qui sera bien sûr la période de l'entre-deux-guerres, en tout cas les débuts de celle-ci. Quatrième et dernière partie de cette petite fiche à retenir donc pour ce premier cours, c'est 1918-1920, de nouvelles relations internationales. En effet, on ne veut plus qu'un conflit pareil puisse arriver, qu'il y ait des systèmes d'alliance militaire. Les États-Unis vont, en discussion avec les alliés autour du président Wilson, hein, tenter d'établir un premier système
de paix, un système de garantie de la paix après la guerre. Celui-ci va être basé d'une part sur la création d'une structure internationale, comme il n'y en avait pas, on n'en avait pas vu avant, la Société des Nations. Et puis, bien sûr, le tout cimenté par des textes juridiques, hein, que l'on va appeler les fameux traités de paix, hein. Traités de paix dont on verra les détails plus tard, hein, qui vont réguler, hein, l'organisation de la nouvelle Europe à reconstruire, hein, et plus généralement des relations internationales après la Première Guerre mondiale. On veut rendre avant tout, ne l'oubliez pas, la guerre comme totalement illégale, bien sûr. Alors, une nouvelle Europe, hein, qui naît des empires, hein. L'empire d'Autriche-Hongrie n'existe tout simplement plus, l'empire allemand va être réduit en taille, naissance de nouveaux États, au centre la Tchécoslovaquie, au sud la future Yougoslavie qui va occuper les ex-Balkans, c'est-à-dire le royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans un premier temps, puis Yougoslavie en 1929. La création au nord de 3 États baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, et également de nouveaux États agrandis, tels que la Roumanie et la Pologne par exemple. Nouvelle relation internationale, donc basée, je l'ai dit, sur la Société des Nations, créée en 1919, sous l'impulsion des États-Unis, pour garantir la paix future. Mais la paix en Europe, évidemment, sachons-le, issue des traités, va rester fragile. L'apparition des 2 futures grandes puissances, hein, en gestation, mais qui ne vont cesser de se développer à la fois pendant l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre mondiale, États-Unis et la future Union soviétique, seront désormais des éléments à prendre en considération. Enfin, constat, l'ordre mondial des vieilles puissances coloniales européennes, hein, après la guerre de 14-18, est définitivement remis en cause. En conclusion, on avait donné une définition de l'histoire des relations internationales, et je vous la redonne ici à la fin de ce propos. Les relations internationales sont l'ensemble des rapports que les êtres et les groupes humains nouent entre eux à travers les frontières. Faire de l'histoire des relations internationales devrait servir au moins à une chose essentielle, ne pas partir dans n'importe quelle guerre sans en avoir au préalable étudié les risques et les conséquences. Je vous redonne enfin, à la fin de ce petit topo, les références importantes de l'école de l'histoire des relations internationales, puisque il y a une école française d'histoire des relations internationales qui existe, hein. Ce sont les pères fondateurs, si je puis dire, de cette discipline historique, hein, dont les modestes héritiers, encore que je suis et nous sommes, sont encore là aujourd'hui, si vous voulez, hein, sont donc Pierre Renouvin, hein, d'une part, combattant de la Première Guerre mondiale et qui, pendant l'entre-deux-guerres, va constituer cette école d'histoire des relations internationales au travers d'ouvrages qu'il va publier, et son successeur, Jean-Baptiste Durazel. Tous les deux seront à la base de la théorie de l'histoire des relations internationales. C'est tout à fait fondamental pour le cours que nous avons vu ensemble. Je redonne à la fin de cette vidéo quelques références bibliographiques. Je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à la prochaine fois pour la fiche, cette fois-ci résumée orale du cours du jeudi 27 septembre 2018. À bientôt. Merci.